Salut, c'est Black Ink. Salut, c'est Trotic. Et bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV avec, comme il l'a dit, un invité très spécial, Troctic. Maintenant, alors c'est même plus un gentil organisateur, c'est devenu une icône presque, j'ai envie de dire, du Discord d'Arkham, puisque c'est lui, comme vous pouvez le lire, qui depuis déjà une paire d'années, hein. Ça fait 2 ans et demi, 2 ans et demi, ouais, à raison de une saison tous les 6 mois à peu près, ouais, c'est ça. 2 ans et demi que ça a commencé. Voilà, vous allez donc pouvoir tous mettre un visage sur Trocti qui nous fait à chaque fois, qui déploie des trésors d'imagination pour animer la communauté Arkham francophone du jeu et depuis peu la communauté même anglophone, hein, avec les fameux Oui, 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 chasseurs oui. du mythe. Ouais, depuis septembre, j'ai commencé sur la communauté anglophone, ce qui est assez. Enfin, ça se passe très bien, mais il y a du monde. Il y a du monde, c'est aussi agréable. Ils sont 360 inscrits, donc c'est quand même beaucoup. Oui. Tout le monde ne fait pas toute la campagne, mais beaucoup abandonnent au milieu. Mais non, non, c'est très excitant tout ça, que ce soit côté français ou côté anglophone, c'est vraiment hyper excitant à chaque fois. Ah, c'est vrai que 300, c'est quand même une autre échelle, je pense, que ce qu'on fait nous du côté Et, français, hein. quand même, hein, côté français en général, maintenant c'est une centaine, donc c'est quand même très actif par rapport à la taille de la communauté. Je pense que non, c'est très bien. Donc on verra pour cette nouvelle saison si ça continue sur cette lignée-là ou pas. Bon. Bon, et puis je tenais quand même à faire un remerciement tout particulier encore une fois à Troctic, puisque bon, pour certains qui le savent, c'est vrai que Troctic est venu en fait quelque part reprendre un concept que j'avais débuté avec Psycho, qui était Mm. plutôt la Ligue des investigateurs extraordinaires. Et c'est vrai que quelque part, faute de temps, faut dire ce qui est, j'avais préparé en fait cette première vague d'événements en fait pendant la période du confinement, donc j'avais eu du temps, alors que derrière c'était plus trop possible. Et Troptic a repris clairement le flambeau et de Ouais. quelle manière, franchement, de quelle manière, moi honnêtement, je le dis honnêtement, en toute sincérité, je suis impressionné par le travail que tu fournis. Et quand Bah bien écoute, même je n'ai merci. pas pu participer à toutes les saisons, franchement, chapeau, merci à toi et merci pour tout ce que tu fais pour la communauté, hein, franchement. Bah merci et merci d'avoir lancé aussi avec en effet la Ligue des investigateurs à laquelle j'avais même pas participé. Je savais pas que ça existait à l'époque. Et il y avait un Discord anglais qu'il avait fait aussi. J'avais pu participer à une saison de ça, mais c'était très simplifié. Vous aviez quand même fait quelque chose d'assez complet, hein, sur la zélatrice, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu. Donc je voulais un peu aussi être à la hauteur de ce que vous avez fait. Donc je suis content si ça plaît aujourd'hui et si même toi, ça te plaît. Toi qui avais créé aussi, qui sais ce que c'est de Hmm. créer ce genre d'événement. Bon, allez, on va pouvoir du coup s'attaquer et passer dans le vif du sujet en vous expliquant un peu, en laissant clairement le micro à Troctic pour nous dire un peu de quoi il s'agit. Si jamais vous êtes dans une faille spatio-temporelle du coup depuis 2 ans et demi, ou si vous n'avez pas rejoint encore le Discord du jeu d'Arkham, voilà, il va nous expliquer un peu les grands principes, les généralités à l'égard de ce que sont les chasseurs du mythe. Ensuite, il va venir nous préciser certaines particularités, et notamment au niveau des catégories concurrentes sur cette fameuse cinquième saison, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, cinquième. Et enfin, il viendra nous expliquer les particularités liées aux investigateurs, puisque pour cette campagne, il a poussé son concept encore plus loin en nous proposant, de façon, on va dire, pleinement fluff, pleinement roleplay, avec les investigateurs de ces campagnes, de ces deux mini-campagnes, des investigateurs particuliers. Voilà. Alors sans plus tarder, du coup, libre à toi, voilà, de quoi s'agit-il? Explique-nous un peu ce que sont les chasseurs du mythe. Alors, c'est les chasseurs-chasseuses du mythe, c'est une compétition amicale évidemment, où il n'y a rien à gagner, mais où l'idée c'est vraiment d'aller s'amuser sur des campagnes que la majorité des participants et des participantes connaissent vraiment déjà, et d'essayer l'origine, c'était vraiment d'essayer de renouveler l'expérience d'une campagne que tout le monde connaît. Mais c'est aussi ouvert aux nouveaux et aux nouvelles joueurs et joueuses d'Arkham.
puisqu'il y a plusieurs catégories, donc plusieurs niveaux de difficulté pour la compétition. Donc à chaque fois, il y a 8 ou 9 catégories. Et ça se déroule sur environ 4 mois à raison d'un scénario, une moyenne d'un scénario toutes les 2 semaines. Et donc l'idée, c'est chaque équipe ou chaque joueur, chaque joueuse va jouer un scénario toutes les 2 semaines, et au bout des 2 semaines, je lance le feu vert pour passer au suivant, etc. etc. Et lors de chaque scénario, chacun et chacune va pouvoir inscrire des points selon un barème prédéfini que évidemment je vous donne à l'avance. Va pouvoir inscrire des points, et le cumul des points va déterminer un vainqueur ou une vainqueuse à la fin des 4 mois. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est que ce soit. Alors, c'est ouvert à tous et à toutes, évidemment, mais plus on a d'expérience dans le jeu, plus mes petits barèmes, je rajoute un peu des complexités qui, à mon avis, sont plus difficiles à appréhender pour les nouveaux joueurs, les nouvelles joueuses, mais voilà, on est sur quelque chose où je veux vraiment que tout le monde puisse se dire je viens, je tente et j'adhère aux chasseurs et chasseuses du mythe. C'est en termes de fonctionnement concrètement, c'est assez simple, hein. Il y a un formulaire d'inscription en début de saison, et ensuite à chaque scénario, il y a des formulaires de résultats que vous devez remplir en fonction du barème. Voilà, c'est vraiment, vous répondez à quelques questions à chaque fois. Moi, le barème se fait tout seul, je le fais de mon côté, et je publie le classement régulièrement pour voir un peu, que vous puissiez voir où vous en êtes dans le classement au fur et à mesure de la saison. Et la dernière info importante, c'est que ça se passe sur le Discord francophone d'Horreur à Arkham. Vous devez prendre le rôle membre de la ligue dans le salon à lire, je crois, et ensuite ça vous donne accès au salon Chasseur du Mythe, c'est là où tout se passe. C'est là où je publie tous les formulaires à remplir, c'est là où tous les joueurs et les joueuses partagent leur expérience, évidemment, éventuellement leurs vidéos, etc., leurs questions. Bon, c'est un peu obligatoire d'avoir un point de rencontre comme ça. Je sais que comme voilà, je poste un peu aussi sur Facebook l'annonce de la saison, la vidéo. Avec cette vidéo-ci, il y aura aussi des personnes qui sont peut-être pas sur le Discord et qui suivent les JCE, qui verront, qui seront au courant de cette compétition. Voilà, je peux pas me mettre sur toutes les plateformes pour prévenir tout le monde à chaque fois qu'il y a des nouveautés, mais vous pouvez tous et toutes rejoindre le Discord, donc d'Horreur à Arkham, le Discord francophone, et vous joindre à nous. Voilà pour le point général, disons, des chasseurs-chasseuses du mythe. J'espère ne pas avoir oublié quelque chose d'important. Non, non, c'était très complet et facile aussi comme présentation, hein. Du coup, sur cette fameuse saison 5 qui, si je ne m'abuse, commence, allez, on va dire le lundi 20 janvier, c'est à peu près ça? 27. Ouais. Il y a une semaine, le 20, ce serait la semaine prochaine. Non, c'est ça, c'est encore dans 2 semaines. Bon. Donc le lundi 27, ou le dimanche 26 à minuit, je lancerai le feu vert. Et donc, il se joue sur les dévoreurs de rêves. Après Carcosa, la civilisation oubliée, le cercle brisé et Dunwich, on passe aux dévoreurs de rêves avec la campagne complète, c'est-à-dire le côté A et le côté B en même temps. Même si il y a la possibilité pour ceux et celles qui veulent, qui désirent, de jouer seulement le côté A et de laisser une autre équipe jouer le côté B, ou inversement. Et par contre, disons que ce duo d'équipes forme une méga équipe, et c'est cette méga équipe qui sera au classement. C'est pas chacun de son côté, mais vous n'êtes pas obligé de jouer les deux côtés. Et d'ailleurs, c'est ce que je mets dans le document de présentation, c'est presque recommandé d'aller jouer qu'un seul côté de la campagne, puisque il va y avoir beaucoup de conséquences entre un côté de la campagne et l'autre côté. Et ça, c'est vraiment ce qui, moi, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais ce qui, moi, je trouve, manquait un peu dans la version officielle, originale des Dévoreurs de rêves. Je trouvais que les conséquences entre les deux côtés de la campagne n'étaient pas assez importantes. Oui, c'est sûr que c'était une bonne idée.
mais dans la réalisation, Ouais. dans le développement, effectivement, ça laissait un peu désirer, puisque concrètement, à part rajouter des pions KO dans le bag, il y avait, bon, évidemment, ça nous donnait accès à certaines conclusions, mais du côté pratique dans les parties, il n'y avait pas plus que ça. Mm. Oui, c'est ça. Ça aurait pu, par exemple, donner des conclusions, par exemple, avec un scénario, comme dans La Civilisation oubliée, un scénario caché Hmm. différent en fonction des conclusions, par exemple. Mais c'est vrai je pense qu'ils ont voulu privilégier le fait de pouvoir jouer les deux côtés séparés et ils ont peut-être pas assez développé le fait de les jouer ensemble. Mais voilà, en tout cas, j'essaye à ma manière, hein, évidemment, de rectifier le tir ou en tout cas d'aller vers ça. Donc voilà, cette saison 5 sur les dévoreurs de rêves, l'idée c'est que les conséquences vont être différentes en fonction de si vous jouez le côté A ou le côté B. Bon, si vous jouez les deux, ce sera différent pour les deux parties de votre équipe, mais en tout cas que les conséquences soient différentes. En fait, d'habitude, dans les chasseurs-chasseuses du mythe, vous allez uniquement marquer des points à chaque scénario. Là, c'est seulement le côté A de la campagne, donc le côté rêve, qui inscrira des points, qui aura l'opportunité d'inscrire des points au classement, et le côté B, qui aura surtout l'obligation d'éviter les malus de points. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Il y a un barème à aller regarder dans le document, on ne va pas détailler le barème ici, mais les grandes lignes du barème, c'est qu'à chaque fois que vous allez jouer du côté A de la campagne, vous allez avoir les ennemis que vous laissez sur le tapis de jeu en jeu à la fin de la partie, les ennemis qui sont encore en jeu et les indices qui sont encore en jeu vont devoir être gérés par la suite par l'équipe qui joue le côté B de la campagne. C'est-à-dire que c'est comme si il traversait la faille entre les deux mondes, entre le monde des rêves et le monde réel. Et voilà, j'ai appelé ça, alors il y a le portail entre les mondes où passent les ennemis, et des informations perdues dans la faille où passent où restent un peu les informations que vous n'avez pas récupérées, sous-entendu les indices non récupérés. Et donc, si vous laissez des choses, ça va devoir être géré par l'autre équipe sous peine de malus à la fin de la campagne. Donc, de malus de points. Donc ça, c'est vraiment le premier élément important. Et puis l'autre élément de l'autre côté, c'est que en fonction des résultats que vous allez obtenir, de la réussite ou non des scénarios, à quel point vous réussissez, à quel point vous arrivez à vider les lieux, à tuer des ennemis, etc., du côté réalité, du côté B de la campagne, vos réussites ou vos échecs vont déterminer à quel point vous allez affaiblir le côté rêveur, donc le côté A de la campagne. Je ne sais pas si tout ça est très clair, mais voilà, l'idée c'est d'un côté de la campagne, vous allez subir sur vos investigateurs et vos investigatrices des difficultés supplémentaires. Ça, sera pour le côté A. Et du côté B, c'est le monde extérieur qui va être plus difficile à gérer. Donc ça peut le monde extérieur plus difficile à gérer, ça peut être des ennemis supplémentaires, des faiblesses, des traîtrises supplémentaires, ça peut être des fatalités éventuellement. Il y a même, après le premier scénario, il y a des jetons dans le Chaos Bag plus méchants que ce que normalement on peut potentiellement ajouter moins 6 ou moins 8 si vraiment il y a des échecs de scénario, etc. Voilà, donc c'est finalement peut-être un peu complexe quand je l'explique, je sais pas, mais en tout cas assez simple. C'est vraiment, vous jouez votre scénario et ça aura des conséquences sur l'autre côté de la campagne, soit des conséquences sur le monde extérieur côté B, soit des conséquences sur vous, votre deck, votre main, vos ressources sur le côté A. Voilà, ça c'est les grandes lignes de cette saison 5. Bon, je pense que ça se comprend bien, il y a vraiment une correspondance entre les deux côtés. Alors du coup, quand même, je pense une question qu'il faut préciser. Dans la temporalité de la saison,
on va avoir, comme tu l'as dit, un mois pour faire deux scénarios, un scénario côté C'est ça. A, un scénario côté B. Du coup, est-ce qu'il y a un ordre dans lequel il va falloir les faire pour qu'il y ait cette correspondance qui s'applique sur les deux premiers scénarios A et B, ou est-ce qu'en fait les conséquences arrivent sur les scénarios 2 exclusivement? Non, tu as raison de poser cette question. C'est vraiment vous pouvez jouer les scénarios dans l'ordre que vous voulez. Enfin, en tout cas, les scénarios qui ont le même numéro. Mhm. Vous pouvez le jouer dans l'ordre que vous voulez. Donc, il n'y a pas il y a pas d'obligation là-dessus, puisque les conséquences n'arrivent qu'au moment des interludes. En fait, c'est l'idée. D'où m'est venue l'idée du barème de cette saison, c'est à la fois, il y a deux choses. Il y avait au départ l'idée, une phrase dans le carnet de campagne d'origine qui disait les rêveurs s'affaiblissent, notez dans le carnet de campagne que les rêveurs s'affaiblissent. Donc de jouer vraiment les conséquences comme ça sur les rêveurs, etc. Et le chat noir, le fameux chat noir de cette campagne, qui à chaque interlude va venir parler à la fois au côté A et au côté B de la campagne. C'est le seul personnage qui passe d'un côté et de l'autre du monde des rêves au monde de la réalité. Et donc l'idée, c'est que les conséquences ne seront... les informations et les conséquences ne seront... euh, comment ne seront données à l'autre équipe Mm. que au moment des interludes. Donc surtout, vous pouvez jouer dans l'ordre que vous voulez les scénarios 1A et 1B par exemple, ou 1B, 1A. En revanche, ces deux scénarios auront des conséquences sur Mm. les deux Suivant. scénarios 2, qui auront des conséquences sur les deux scénarios 3, qui auront des Mm. conséquences sur les deux scénarios 4. Voilà. Donc vous pouvez vraiment jouer dans l'ordre que vous voulez à chaque fois, euh, dans le mois qui est imparti. Mm. Voilà. Bon, je pense que là-dessus, du coup, ce petit point est clarifié. Bon, j'insiste un peu sur la temporalité. 27 janvier jusqu'au 23 février pour les deux premiers scénarios, surtout quand on joue en multi avec d'un côté et de l'autre, ça laisse quand même un mois entier pour en fait jouer un scénario. Quelque part, voilà, je Oui, pense que s'il y a des gens qui hésitent, qui se disent ah ouais, mais effectivement, déjà que je fais quelques petites parties avec un groupe d'amis, ça en plus, sachant que je joue pas que à Arkham, ça va peut-être faire beaucoup. Là, honnêtement, cette saison, encore plus que les autres, c'est vrai que oui, l'espacement entre tout les à fait. scénarios est vraiment idéal si on est un peu pris de court, etc. Encore une fois, voilà, on laisse un mois. Je pense que c'est vraiment maintenant ou jamais qu'il faut vraiment essayer pour voir si on accroche avec ce genre de petit challenge renouvelé parce qu'on a vraiment le temps. C'est ça, et si vous n'avez pas disons, de seconde équipe pour jouer l'autre côté, puisque vous n'aurez le temps que de jouer un des deux côtés, n'hésitez pas sur le Discord à m'en parler. Il y a déjà des équipes qui ont annoncé qu'elles cherchaient d'autres Mm. personnes pour jouer l'autre côté, donc on va vous trouver des personnes avec qui jouer si vous n'avez pas vous-même des personnes Mm. auprès de vous qui peuvent faire l'autre côté. Donc en effet, tu as complètement raison. Vous pouvez jouer soit 8 scénarios en 4 mois, et si vous avez moins de temps, vous pouvez aussi jouer seulement 4 scénarios en 4 mois, donc c'est beaucoup plus raisonnable. Et je sais que ça, pour beaucoup, c'est quelque chose qui est important en effet. Mm. On va parler rapidement des différentes catégories. Bon, on va passer très vite sur le Oui, classique. Évidemment, solo standard, solo difficile, multi-standard, multi-difficile. Voilà, ça, ce sont les grandes catégories habituelles c'est ça. pour les joueurs, on va dire, rodés et qui veulent rester sur des concepts faciles sans trop s'éloigner de ce qu'ils ont l'habitude de faire, sans se donner des complications supplémentaires. Il y a aussi ce petit aspect chasseur-chasseuse en série, que ce soit en solo ou en multi, ce Oui. concept que tu avais introduit au fil en fait des saisons, où en gros c'est une sorte de legacy. L'idée c'est que vous avez joué certains investigateurs sur les saisons précédentes, s'ils sont tués dément, bon bah vous pouvez plus les jouer et il faut persévérer au fil des saisons avec les investigateurs restants et de surcroît avec l'investigateur avec lequel vous avez fini la saison passée, logiquement. C'est ça, et qui normalement se retrouve alors souvent avec des traumas supplémentaires, mais surtout avec beaucoup d'expérience. Donc Mm. ça permet aussi d'emmener, je sais que certaines aiment beaucoup emmener leur deck très très loin, Mm. et sur une saison, pardon, sur une seule campagne, des fois c'est un peu limité. On arrive alors, par peut-être avec Dexter, mais on arrive plutôt autour de 45, 50 XP, et d'aller encore plus loin et d'aller pousser à 100, 120 XP
un personnage sur plusieurs saisons des chasseurs-chasseuses du mythe. Voilà, ça peut être l'occasion de faire ça aussi. Donc en effet, ça c'est aussi donc en solo et en multijoueur que ça existe. Donc ça c'était les catégories 5 et 6, disons. Il y a une catégorie aléatoire solo auquel tu as participé, je crois, une ou deux fois. Voilà, où c'est donc ça, vous avez, je pense, l'habitude de l'aléatoire si vous regardez la JCE. De toute façon, c'est vraiment... il faut drafter son deck sur Arkham Draft. C'est quand même beaucoup plus simple que sur l'application. Il y a quelques petites règles qui sont dans le document pour que ce soit assez juste pour tout le monde, assez équilibré. Quelques petites règles supplémentaires pour le draft. Mais en gros, vous draftez... moi, je vous sélectionne au hasard deux investigateurs ou investigatrices, vous me dites lequel ou laquelle vous choisissez, et ensuite vous pouvez drafter votre deck, et c'est parmi chaque carte, une carte parmi 5 à chaque fois, que ce soit pour les cartes niveau 0 ou pour les cartes XP plus tard dans la campagne. Et donc le dernier, les deux dernières catégories de cette saison, donc celles qui sont en général les catégories spéciales de la saison, il y en a toujours une. La dernière, on était sur la Kukuri Cup pour Dunwich, et cette fois-ci, donc c'est en lien avec la thématique de la saison, c'est la Cup inversée solo et la Cup inversée multijoueur, où l'idée c'est de jouer sur le fait que les investigateurs et investigatrices se retrouvent inversés du fait de ces deux mondes dans lesquels tout est sans dessus-dessous, et les bizarreries qui sont créées par la collision entre le monde des rêves et le monde et la réalité ont fait que les personnages s'en retrouvent inversés. Donc dans cette catégorie, pour cette catégorie, j'ai créé des investigateurs et des investigatrices à partir de ceux et celles que vous connaissez. J'ai créé des investigateurs et des investigatrices inversés. Donc vraiment l'idée c'est... ils sont un peu étranges, ils sont un peu bizarres, et l'idée c'était d'aller jouer d'une manière opposée le personnage que vous connaissez depuis longtemps, que vous avez probablement déjà joué, etc. Donc il y en a, j'en ai créé pour toutes les saisons, toutes les campagnes, pardon, jusqu'aux confins de la Terre. Donc ça doit faire au moins une cinquantaine d'investigateurs, d'investigatrices que j'ai adaptés. Je les dévoile au fur et à mesure sur le Discord, mais aujourd'hui l'idée c'était de parler surtout de quelques-uns, et de ceux de la campagne des dévoreurs de rêves, justement. Alors juste avant du coup de parler des investigateurs, juste pour vous situer un peu, quand on parle d'investigateurs inversés, Troctic n'a pas touché aux conditions de deck building. Il n'a pas touché au verso en fait des cartes investigateurs. Il a touché exclusivement au recto de l'investigateur. Concrètement, assez facilement, il a pris les valeurs numériques, il les a inversées. Un 1 est devenu un 5, un 2 est devenu un 4 et vice-versa. Oui, et le 3... les valeurs de compétences, c'est simple. Voilà. Le 3 est resté un 3, et il a inversé les valeurs de santé et santé mentale. Voilà. Après... Voilà, ça c'est les premiers points en effet basiques, et ça vous permet de jouer un personnage qui avait une Daisy qui je crois avait un d'agilité ou un de force, un d'agilité qui avec 5 d'agilité, ça vous permet d'aller jouer des mystiques qui seront à 1 de volonté, mais qui en revanche ont leurs autres stats boostés, etc. Donc c'est aussi avec le même deck building, d'aller tout d'un coup devoir créer quelque chose de complètement différent. Donc ça c'est en effet le premier point, parce que les stats ne sont pas du tout les mêmes. Et ben voilà, on va avoir des chercheurs qui tapent plutôt, de fait, des gardiens qui n'arrivent plus à taper, mais qui savent enquêter. Voilà, on se retrouve un peu avec déjà ça comme premier point, en effet, sur les investigateurs et investigatrices inversés. Bon, pour la suite, on va les laisser découvrir du coup en commençant par
Tommy Muldoon inversé, du coup, le flic vétéran. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas que les statistiques qui ont changé, il y a aussi les capacités et les effets des signes des anciens. Bon, je vais me permettre de la lire. Donc, bon, il Vas-y, a vas-y, bien sûr. 3 de volonté, 3 d'intelligence, 2 de force, 4 d'agilité. Il est toujours policier et veilleur. Forcé lorsqu'un soutien que vous contrôlez est vaincu, dépensez une ressource pour chaque dégât ou horreur sur ce soutien. Pour chaque ressource que vous ne pouvez pas dépenser, déplacez un dégât ou une horreur de ce soutien vers Tommy inversé. Signe des anciens, plus 2, vous pouvez dépenser jusqu'à 2 ressources pour soigner autant de dégâts ou d'horreurs sur un soutien que vous contrôlez. 6 points de vie, 8 points de santé mentale. Et on voit là en fait que toute la mécanique de Tommy qui visait en fait à recycler ses soutiens, à récupérer des ressources en ayant des soutiens qui sont défaits, est inversée. Et du coup, il va falloir repenser la façon de faire son build avec Tommy, parce que on risque en fait déjà de ne pas avoir de ressources, et en plus de se Oui. retrouver avec des dégâts sur Tommy, alors que c'était pas, on va dire, l'habitude qu'il avait. Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est bien de commencer par Tommy parce que c'est un perso où l'inversion est assez simple parce qu'elle est sur la mécanique. Voilà, il y a certains et certaines investigateurs et investigatrices où c'est plus thématique. On le verra plus tard d'ailleurs dans la vidéo. Mais avec lui, c'est assez mécanique. Quand il perdait un soutien, il gagnait des ressources. Là maintenant, à chaque fois qu'il perd un soutien qui un soutien qui est vaincu et qui a de l'horreur, une valeur d'horreur et ou une valeur de dégâts dessus, il doit dépenser des ressources. Sinon, les dégâts et les horreurs vont sur lui. Donc ça va être de comment générer des ressources sans les soutiens. Parce que ne pas jouer non plus du tout de soutien qui encaisse les dégâts et les horreurs, ça va être compliqué aussi, il faut quand même survivre à cette campagne. Donc voilà, donc ça c'est une inversion mécanique avec Tommy. Et évidemment, alors on l'a pas précisé et on n'aura pas le temps de toutes les voir dans cette vidéo, mais leurs faiblesses, leurs cartes faiblesses et leurs cartes signatures sont aussi inversées. C'est-à-dire que en gros, leur carte signature devient une faiblesse, leur faiblesse devient un avantage. Disons une carte signature devient un avantage. Donc là, en l'occurrence, pour lui, sa fameuse béquille s'est transformée en Bernard, qui du coup se retrouve à lui faire des malus quand il tente de faire des dégâts si jamais il essaye. Donc vous verrez ça sur le document et puis vous aurez toutes les infos sur le Discord, mais voilà, dans l'idée, c'est une inversion mécanique pour Tommy qui se retrouve à ne plus pouvoir du tout, comme tu disais, compter sur ses soutiens. Voilà. Bon, évidemment, je ne l'ai pas encore dit, mais vous aurez dans la description les liens tantôt vers le document de présentation de la saison, tantôt vers l'ensemble des révélations des investigateurs inversés, évidemment le lien vers le Discord. Et je tenais quand même à dire, bon, déjà en termes de conception, c'est quand même lourd, comme Troctic l'a dit, il s'est tapé déjà 50 investigateurs, c'est quand même énorme. Alors effectivement, peut-être que pour des personnages comme Tommy, il y avait une symétrie assez facile à les trouver, mais ça n'a pas dû être facile pour tous, surtout à partir du moment où on commence aussi à inverser les faiblesses et les cartes signatures. Franchement, c'est un travail herculéen qui nous a fait là. Donc encore Et, chapeau. bah écoute, merci. Il y en a vraiment pour qui ça a été en effet plus difficile que d'autres. Étonnamment, c'est pas toujours ceux auxquels on pense qui sont les plus difficiles. Mais bon, ça, on en verra justement parce que je crois que la prochaine investigatrice, c'est Mandy, Mandy c'est et ça. ça a été une des plus difficiles à trouver pour moi. Mais voilà, en tout cas, oui, ça a été assez complexe pour ça. Pas toujours évident. Donc bah, si tu veux, on peut passer à Mandy tout de suite. Et Bah puis vas-y, comme ça. vas-y, je t'en prie, tu peux nous lire Alors, Mandy. Mandy inversée, la chercheuse d'ennui. Donc elle a toujours 3 de volonté, elle n'a plus que 1 d'intelligence, mais 5 de force et toujours 3 d'agilité. Elle est toujours, je crois que c'était assistante érudit,
Et elle a un effet forcé, donc à la place de sa réaction habituelle, un effet forcé. Quand une carte non-joueur demande à n'importe quel investigateur ou investigatrice de chercher une carte dans le deck de rencontre, résolvez une cible supplémentaire. Donc c'est une limite d'une fois par round. Comme c'était d'ailleurs une limite pour sa carte originelle. Son effet, son signe des anciens, toujours plus 0, chercher une carte parmi les 3 cartes du dessus du deck de rencontre et défaussez-la, mélangez le deck de rencontre. Alors pour Mandy, ce qui est là, voilà, la particularité, c'est qu'elle pouvait en effet déjà aller chercher soit dans son deck, soit dans le deck de rencontre et résoudre une cible supplémentaire, mais en général, elle l'utilisait toujours à son avantage. Et là, l'idée, c'est d'être forcé à aller chercher plusieurs fois des ennemis ou plusieurs fois d'autres traîtrises éventuellement, etc. en fonction de ce que demande une autre carte rencontre, mais aussi ça peut être un acte, ça peut être une intrigue, ça peut être une carte scénario quelconque qui va aller vous demander des choses. Par exemple, on sait que dans comment ça s'appelle, la recherche de Kadas, donc dans le deuxième scénario du côté A des dévoreurs de rêves, à chaque fois qu'on va changer d'île, à chaque fois qu'on va changer de lieu, on va nous demander d'aller chercher des fois des ennemis dans le deck de rencontre et puis de les mettre en jeu. Ça va déjà être une obligation d'en mettre un deuxième en jeu. En plus, souvent, c'est des ennemis qui ont des cartes nuées, donc tout de suite, ça va créer une difficulté supplémentaire. Alors après, Mandy est maintenant capable de frapper fort. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, l'idée, c'est de jouer. Et en effet, pour elle, ça n'a pas été facile de trouver quelque chose parce qu'elle a... En fait, elle fait partie de ces investigatrices comme Daisy ou comme même Léo, par exemple, Léo Anderson, qui ont une capacité optionnelle très spécifique et où il n'y a pas vraiment une contrepartie ou quelque chose que je pouvais inverser facilement. Donc voilà, là, avec elle, ça fait que vous pouvez avoir peut-être des scénarios où on vous demandera de rien aller chercher dans le deck de rencontre, mais c'est là où rentrent en jeu ces cartes signature et cartes faiblesse qui ont été inversées aussi, et donc sa carte signature, son ancienne carte signature, qui est devenue sa faiblesse, qui est donc devenue, alors je me souviens plus du nom de la carte d'origine, ça devait être recherche occulte ou mystère occulte. Et voilà, qui devient, alors j'ai changé un peu les noms, qui devient spéculation occulte, mais qui va vous forcer à aller devoir aller chercher dans le deck de rencontre, probablement. Je ne vais pas vous la lire en entier parce que vous ne l'avez pas sous les yeux, je vous laisserai la découvrir, mais c'est une carte qui va forcer le fait de devoir aller chercher dans le deck de rencontre et donc de déclencher l'effet forcé qui est sur Mandy inversé. Donc vous allez de toute façon à chaque scénario, très probablement, surtout que vous avez cette faiblesse en 3 fois, puisque sa carte signature de la version normale de Mandy était en 3 fois, donc là vous aurez sa faiblesse en 3 fois. Vous risquez de l'avoir passé au moins 1 ou 2 fois par scénario facilement. Voilà, donc Mandy, je pense que ça peut être assez sympa, surtout elle avec cette inversion de stats. Je pense que ça peut être assez drôle d'aller chercher quelque chose de complètement différent, toujours avec le même deck building. Allez, on va du coup pouvoir avancer avec le troisième investigateur de la campagne, Tony Inversé, l'homme à abattre, qui pour un truand a une forte grande volonté, avec un joli 4, 3 d'intelligence, 1 de force et 4 d'agilité, donc c'est clair que l'ex-chasseur de primes, en tout cas, court beaucoup plus vite. Il est toujours criminel. Alors, il était élu avant? Non, il n'était pas élu. Il n'était pas élu, mais comme il est l'homme à abattre, je me suis dit qu'il était la cible. Ouais. En tout cas. Joli clin d'œil. Alors, en forcé, si Tony Inversé a au moins une prime sur lui, chaque ennemi non élite et non faiblesse gagne proie. Alors, c'est un mot-clé. Oui, c'est un mot-clé du jeu. Tony Inversé, donc gagne proie Tony Inversé, ça veut dire qu'en gros, l'ennemi chasseur, quand il se déplacera, il va privilégier le fait d'aller chercher Tony Inversé. Quand il est équidistant avec plusieurs investigateurs, il ira vers Tony Inversé. Donc je reprends, donc il gagne proie.
il gagne chasseur, et il effectue 2 attaques lors de la phase des ennemis au lieu d'une. Donc là, les ennemis à l'égard de Tony, ils sont vraiment vénères pour le coup. Et ouais, avec son 1 en force, il va falloir user de trésors d'imagination pour essayer de les gérer, parce que ça va être bien compliqué tout ça. Son signe des anciens, c'est un +2. Vous pouvez retirer une prime de contrat sur votre tête. Il n'a que 5 points de vie, mais 9 points de santé mentale. Décidément, pour un truand, il a une résilience toute particulière à l'égard du mythe. Oui, c'est vraiment... Voilà, là pour le coup, c'est thématique. C'est un inversement, un personnage inversé de manière thématique où l'idée c'est vraiment il devienne lui la cible. C'est lui donc l'homme à abattre comme je le mets, mais c'est vraiment les ennemis vont tous se tourner vers lui et essayer de le tuer lui en premier avant les autres investigateurs ou investigatrices. Alors, je dis avant les autres investigateurs et investigatrices parce que, pour le coup, ça fait partie des personnages où je pense que, comme tu disais, avec sa force faible, ça vaut peut-être le coup d'essayer de le jouer plutôt en multi qu'en solo. J'ai peur qu'en solo, ça devienne vraiment très compliqué. Mais pourquoi pas? Il a quand même une bonne agilité et puis il y a quand même chez Truand des cartes qui utilisent l'agilité pour se battre, donc il a toujours le même deck building, donc tout ça ne change pas. Il a toujours accès aux dynamites aussi, mais comment? Voilà, l'idée c'est vous allez avoir contrat sur votre tête qui est donc d'ailleurs c'était contrat, je me souviens plus de le nom de la carte d'origine, je l'ai plus en tête là tout de suite, mais contrat sur votre tête qui va être une faiblesse, l'inverse de la carte d'origine, où en fait vous avez 6 primes sur contrat sur votre tête et ces primes vont être mises sur vous. En fait, à chaque fois qu'un ennemi sera généré dans n'importe quel lieu, quand un ennemi entre en jeu, on déplace une prime de contrat sur votre tête vers Tony inversé. Et c'est là que se met en marche son effet forcé. Il va avoir des primes sur lui des primes qui vont se mettre sur lui et tous les ennemis qui vont essayer de le chasser lui. Donc ça va être assez... En effet, il va falloir pouvoir tanker aussi pas mal probablement. Alors une petite subtilité supplémentaire, c'est que sa faiblesse est donc devenue une signature. Et donc sa carte signature, c'est maintenant un allié qui s'appelle l'heure de Tony, et j'ai gardé le fait, comme sa faiblesse, on la mettait dans le lieu le plus éloigné de Tony avec une fatalité dessus. Là maintenant, c'est un allié qui prend toujours le slot d'allié, mais qui va être placé non pas dans la zone de jeu de Tony, mais qui va être placé dans le lieu le plus loin de Tony, et vous pourrez décider qu'un ennemi, vous pouvez l'incliner pour qu'un ennemi, au lieu de chasser Tony, chasse le leurre de Tony, et donc aille chasser cet allié et aille attaquer l'allié plutôt que Tony. Donc ça peut un peu vous sauver la mise à certains moments. Voilà, donc il faudra aussi... c'est une manière d'aider à gérer ça. Mais j'espère que cet homme à abattre vous plaira, de jouer un Tony qui ne chasse plus mais qui est le chassé. Voilà. Bon, bah, très bien. Petit point de détail, on remarquera que le symbole d'extension, si on peut l'appeler ainsi, pour les investigateurs inversés, n'est autre que le symbole d'investigateur tête à l'envers. Donc, encore une fois, un joli clin d'œil qui souligne tout le sérieux et le caractère méticuleux de l'entreprise de Troptic. Il ne laisse rien au hasard. Voilà. Et vous remarquerez que toutes les images des investigateurs et investigatrices sont inversées aussi. Du coup. Allez, on va passer du coup à Luc inversé, le pragmatique, qui a 2 de volonté, 3 d'intelligence, 4 en force, 3 en agilité. Il est érudit, vagabond et voyageur. Forcé lors de la phase des ennemis, chaque ennemi redressé dans un lieu connexe vous attaque comme s'il était dans votre lieu et engagé avec vous. Ah, décidément, les ennemis, ils sont pas tendres avec les investigateurs de la Oise. Son signe des anciens, c'est un +1. Vous pouvez placer une charge sur un soutien que vous contrôlez, avec 9 points de vie et 5 points de santé mentale. Voilà, alors
Là, on est. Bon, Luc était déjà un petit peu complexe avec sa version originale, quand même. Mais là, ça va être bon, tout aussi complexe, je pense. Mais il va falloir faire attention aux ennemis qui sont dans les lieux connexes. Voilà, plutôt que ce soit lui qui puisse jouer des événements dans les lieux connexes et donc aller attaquer des ennemis sans être dans leur lieu, là c'est l'inverse. Les ennemis vous attaqueront, même quand ils sont dans un lieu connexe. Donc ils vous attaquent comme s'ils étaient dans votre lieu. Et la difficulté, c'est que Luc n'aura plus n'aura plus accès à son portail et à son portail des rêves aussi facilement, puisque la boîte à portail est devenue une faiblesse. Elle ne vous aidera pas. Elle aidera plutôt les ennemis à vous attaquer. Je ne vais pas vous détailler exactement comment ça marche, je vous laisserai aller voir. Mais dans l'idée, vous n'aurez plus la possibilité d'aller vous réfugier dans votre portail des rêves pour le sauver, sauf une fois par partie. Vous avez votre nouvelle carte signature que vous pourrez jouer et qui vous emmènera dans votre portail des rêves. Voilà. Et donc le portail des rêves est aussi se retrouve aussi inversé, puisque quand les ennemis peuvent y entrer, et quand les ennemis sont dedans, C'est connexe. ils sont considérés dans un lieu connexe, alors que vous ne pouvez pas aller les taper et aller avoir accès à ce lieu. Donc son effet forcé va devenir d'autant plus violent. Donc vraiment, là, ça va être un Luc qui va avoir besoin de se protéger, qui va avoir besoin de tuer les ennemis rapidement, donc d'essayer de trouver les moyens de se débarrasser des ennemis dès qu'ils arrivent, parce que sinon, les ennemis dans son lieu et les ennemis dans les lieux connexes vont le tuer en quelques tours. Donc voilà, là c'est ça. Moi je pense que c'est c'est un personnage qui sera intéressant à builder parce que il nécessite une gestion d'ennemis pour un Luc qui est complètement opposé à ce à quoi il avait l'habitude. Et en mystique, c'est pas toujours c'est pas évident, je pense, d'aller gérer les ennemis immédiatement, même s'il y a vraiment beaucoup d'armes, évidemment, beaucoup de possibilités, etc. pour le faire. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que Ah, c'est voilà, sûr il y a. que c'est clairement là, quand je lis ça, je me dis déjà Tony, c'était try hard, mais alors là, c'est very hard. Ouais, c'est vrai que ces deux-là, c'est peut-être un peu difficile. Alors, pour être complètement transparent, j'ai évidemment pas pu tester sur une campagne les 50 investigateurs inversés que j'ai créés. Après, l'idée c'est de s'amuser, l'idée c'est d'aller builder quelque chose de différent avec eux, d'aller jouer quelque chose de différent. J'ai essayé de garder un équilibre au maximum. Il y en aura qui sont plus difficiles que d'autres, c'est sûr, à gérer, mais aussi d'autres qui seront plus fun. Parce que surtout pour les joueurs et les joueuses qui ont de l'expérience, quand il y a un peu tout le mythe qui vous arrive dans la gueule, ça rajoute une difficulté supplémentaire. N'oublions pas que c'est une catégorie qui se joue en standard, hein, je ne vous conseille pas de la jouer en expert ou en difficile. Voilà, donc je pense que ça peut être assez fun de les jouer, parce que justement, c'est une manière de jouer dont on n'a pas l'habitude, de devoir notamment gérer les ennemis tout de suite, sous peine de vraiment voir sa vie ou sa santé mentale réduire à une vitesse folle. Voilà. Allez, on va enchaîner avec la dernière, la Patrice inversée, et du coup, à toi l'honneur. Alors, Patrice inversé, la violoniste désaccordée, qui a 2 de volonté, donc l'inverse est plutôt des bonnes stats, puisque 2 de volonté, 4 d'intelligence, 4 de force, 4 d'agilité. Elle est interprète et bénie, et elle a comme capacité, alors vous ne pouvez pas intégrer à votre deck des cartes qui augmentent la taille du deck, donc elle restera à 42, je crois que c'est 42 cartes pour Oui. le dos de sa carte. Vous n'avez pas de taille limite de main. Et comme effet forcé, quand votre premier tour de la partie débute, piochez toutes les cartes de votre deck une à la fois. Deuxième effet forcé, lorsque vous devriez défausser une carte joueur, retirez-la de la partie à la place. Son signe des anciens, plus 1. Après la fin de ce test, vous avez le droit d'ajouter à votre main une carte que vous avez retirée de la partie via la capacité forcée ci-dessus. Donc,
Pour le coup, je pense que c'est un des personnages qui va être, enfin, que moi j'ai le plus envie de jouer, le plus envie de tester, d'essayer. Parce que vous allez avoir, dès le début de la partie, toute votre main, tout votre deck dans la main. En revanche, à chaque carte que c'est comme si vous n'aviez pas de deck et pas de défausse, puisqu'à chaque fois vous devez défausser une carte, vous retirez la carte de la partie. Et son violon, puisque là on le voit pas, mais donc sa carte signature qui devient faiblesse, donc c'est que j'ai appelé le violon de Cthulhu, qui est en fait son violon ne peut pas quitter le jeu et que vous allez piocher. De fait, c'est pas en permanent, mais vous allez le piocher de fait en même temps que l'ensemble de son deck. Et qui dit, quand vous devriez piocher une carte ou gagner une ressource, choisissez et défaussez une carte à la place. Donc une carte de votre main à la place. Et donc ça, c'est une limite de 2 fois par round. Donc en fait, vous allez voir avoir 42 cartes en main dès le début, et très vite, la main va se réduire. Vous, évidemment, vous aurez eu le temps de poser des soutiens, déjà de commencer à avancer, et comme vous avez toutes vos cartes en main, ça va sûrement, les débuts de partie vont probablement être très forts, mais très vite vous allez voir toutes vos cartes, puisque toutes vos cartes être retirées de la partie. Et à la fin de l'entretien, quand vous devriez piocher une carte ou gagner une ressource, choisissez de défausser une carte à la place. Donc à la phase d'entretien, vous allez au moins déclencher cet effet, donc la limite de 2 fois par an, vous allez déclencher à la phase d'entretien, et du coup défausser 2 cartes de votre main, retirer de la partie 2 cartes de votre main par round. Voilà, donc je pense que ça va être, voilà, pour le coup, il y a moyen que ce soit assez fun de jouer avec elle. Parce que le fait d'avoir toutes les cartes en main, moi je trouve que ça ouvre pas mal de choses pour le deck building. J'espère que vous verrez autant que moi ces possibilités, mais j'ai l'impression que vraiment ça peut, enfin, je sais pas, ça peut vraiment ouvrir beaucoup de choses. Non, mais ça, j'en doute pas, effectivement. C'est vrai que c'est très, 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 très fluff, j'ai envie de dire, comme inversion. Pour le coup, ça fait tout à fait sens. Et effectivement, la gestion de sa main va être un petit défi, je pense, sur la fin de la partie. Ne pas inclure des cartes iconiques comme une perception, une maîtrise ou une dextérité qui nous ferait piocher au départ et qui en fait là nous ferait défausser une carte en cas de réussite et donc retirer de la partie. C'est vrai que c'est le genre de petites choses auxquelles il va falloir penser, oui. C'est ça, et ça va probablement être plus des soutiens qu'il faudrait intégrer, puisque les soutiens, normalement, s'ils sont vaincus ou s'ils sont défaussés, bon, bah, ils sont retirés de la partie, mais dans l'idée, même quand vous n'aurez plus de cartes en main, vous aurez toujours vos soutiens en jeu. Donc voilà, ça va être d'aller chercher ça et d'aller voir ce que vous pouvez faire avec, pour la première fois, un investigateur, une investigatrice qui joue toutes cartes en main, donc avec tous les combos et les stratégies possibles dès le début, mais il va falloir les mettre en place vite, parce que sinon tout va être retiré de la partie. Sachez quand même, petite nuance, que son ancienne carte faiblesse, qui est maintenant une carte signature, qui est du coup un allié, cet ennemi qu'elle avait en main est devenu un allié, vous permettra en fin de partie, vous verrez, vous pourrez lire la carte, mais ça vous permettra en fin de partie de réduire la vitesse à laquelle vous retirez les cartes de la partie. Voilà, donc ça permet quand même de réduire un peu le jeu un peu sur la fin, la perte de vos cartes, mais en tout cas, vous allez quand même devoir builder en fonction et jouer vite et vous adapter très vite en début de partie pour une fin de partie plus compliquée. Alors du coup, une question quand même, si jamais elle a plus de cartes en main, est-ce qu'on considère qu'elle est vaincue, traumatisme mental, ou pas du tout, elle continue à jouer? Non. Là, pour moi, elle continue à jouer. Je pense que ça aurait été peut-être un peu trop violent. Alors, il est possible que en revanche, hein, je remercie d'ailleurs Emmental sur le Discord qui régulièrement voit des petits défauts, des petites failles dans ce que j'ai fait, des choses qui ne collent pas aux règles, ou alors
des failles dans lesquelles des joueurs et des joueuses pourraient s'engouffrer pour ne pas jouer l'intention de la carte et passer à côté. Mais je crois pas que quoi que ce soit n'empêche le fait d'avoir 0 carte en main, 0 carte dans le deck. Je pense pas que ça pose problème. Donc pour moi, elle continue. Elle Allez. continue à jouer, mais uniquement avec ces cartes-là. Donc elle peut se retrouver éventuellement, si même elle en arrive à plus avoir de soutien, complètement à nu, quoi. Ok, bon bah très bien. Eh bien, je pense qu'on a fait un beau tour quand même. C'est vrai que on parle beau, on a pris notre temps quand même pour parler des choses. Et encore, on avait voulu bon, on a fait le choix de pas vous montrer toutes les cartes signatures, etc. et tout. On arrive déjà presque à 1 heure de vidéo. Ça passe très très vite. Ouais. Mais bon, encore une fois, face à la qualité du travail et toute l'envie et la détermination dont fait preuve Troctic, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Bon, bah, concrètement, j'ai envie de vous souhaiter à tous une bonne saison, sachant que, comme l'a dit Troctic, du coup, c'est lancement le 27 janvier, Ça. pour une période de 4 mois. Vous avez dans la description tous les liens nécessaires pour vous inscrire, pour revoir, relire certaines choses, regarder les investigateurs inversés, et avoir toutes les informations disponibles et nécessaires pour entamer ce nouveau défi que nous offre Troctic. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Bah, merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment vous voir autant que pour les saisons précédentes, autant de participants et de participants que pour les saisons précédentes. Et surtout, j'espère que toutes ces petites règles n'étaient pas trop compliquées à suivre, et surtout qu'elles sont pas trop compliquées à jouer. À jouer, je pense pas, je les ai testées, je sais que ça va aller. Dès que vous avez appréhendé le début de campagne, tout se passera bien. Donc ça devrait bien se passer. Donc merci à tous et à toutes, et merci à toi et à la JCE de m'avoir invité pour présenter cette saison. Allez, et bien encore merci à toi pour tout. N'hésitez pas évidemment, comme d'habitude, à commenter, liker et partager. Et puis bah, du coup, bon courage à tous pour cette nouvelle saison des chasseurs et chasseuses du mythe. À bientôt, au revoir. À bientôt.